Octobre 1988. New York gronde au dehors, mais dans le silence feutré de l'Oak Room, le bruit est celui d'une profanation. Des ouvriers en bleu de travail s'acharnent sur les murs avec une efficacité brutale, arrachant des ferrures en laiton centenaire et des boiseries d'acajou qui n'avaient pas bougé d'1 millimètre depuis l'inauguration triomphale de 1907. En un seul après-midi, 80 ans de traditions et de secrets murmurés sous ces voûtes sont balayés, sacrifiés sans remords sur l'autel de la modernisation et d'un calcul cynique de rentabilité. L'hôtel le plus célèbre d'Amérique n'est pas en train de faire peau neuve. Il est éviscéré pour ses liquidités par un homme qui a emprunté près d'un demi-milliard de dollars pour s'offrir ce trophée. Personne n'est mort ici ce jour-là. Et pourtant, quelque chose d'essentiel s'est éteint. L'âme d'une institution, cette culture invisible façonnée par des générations de personnel dévoués et d'invités illustres. Ce caractère irremplaçable qui faisait du Plaza bien plus qu'une simple adresse de prestige s'effaçait sous les coups de marteau. Pour comprendre comment ce joyau de l'hôtellerie mondiale est devenu le champ de bataille de l'ego et de l'avidité, il nous faut remonter le temps à l'époque où le Plaza n'était qu'une vision démesurée dans l'esprit d'un homme qui rêvait de bâtir un palais tel que le monde n'en avait encore jamais vu. Si cette plongée dans les coulisses du pouvoir et les zones d'ombre des grandes fortunes vous passionne, je vous invite à rejoindre notre cercle de passionnés en vous abonnant, afin de ne manquer aucun de nos futurs récits sur les héritages qui ont forgé notre monde. Le Plaza ne se contente pas d'occuper l'espace. Il trône, souverain, à l'angle mythique de la 5e avenue et de Central Park South. 18 étages de pierre calcaire d'inspiration. Renaissance française domine ici le mètre carré le plus précieux d'Amérique. Depuis plus d'un siècle, cette adresse agit comme un talisman. Elle est le symbole ultime de la réussite, l'annonce sans équivoque que vous avez enfin atteint les sommets. Franchir ces portes tambours, c'est quitter le tumulte de la métropole pour pénétrer dans un univers parallèle, conçu pour rendre la vie ordinaire lointaine, presque vaporeuse. Ici, les sols de marbre ne font pas que briller. Ils font écho aux pas de tous ceux qui ont écrit l'histoire du XXe siècle. Les lustres de cristal diffusent une lumière dorée, savamment étudiée pour flatter le voyageur le plus exténué et lui donner l'illusion d'être, lui aussi, un personnage de légende. Car le Plaza n'est pas seulement un hôtel, c'est une scène de théâtre permanente. Le bâtiment est apparu dans plus de films que la plupart des stars de Hollywood. Il a prêté ses couloirs au génie d'Alfred Hitchcock pour La mort aux trousses et a servi d'écrin aux fêtes tragiques de Gatsby le Magnifique. Il a été le terrain de jeu d'un enfant égaré dans Maman, j'ai encore raté l'avion et le miroir de la démesure new-yorkaise pour Crocodile Dundee. Pour les cinéastes du monde entier, le Plaza est le raccourci visuel absolu de l'opulence. Le bâtiment est devenu un personnage à part entière dans le grand récit que l'Amérique se raconte à elle-même, une icône de pierre qui semble défier le temps. Pourtant, les chiffres, aussi étourdissants soient-ils, ne révèlent qu'une infime partie de la vérité. À son ouverture, le 1er octobre 1907, le chantier avait englouti 12,5 millions de dollars, une somme colossale qui représenterait aujourd'hui environ 400 millions de dollars. Le plan initial était une ode à l'excès. 800 chambres réparties sur 19 étages de pur luxe. Le Plaza fut un pionnier, une révolution technologique déguisée en château français. À une époque où la plupart des grands hôtels proposaient encore des installations sanitaires communes au bout du couloir, le Plaza offrait 500 salles de bain privées, un luxe inouï qui redéfinissait les standards de la civilisation. Chaque chambre était dotée d'un téléphone relié à un standard central et d'un système complexe de tubes pneumatiques capables de propulser des messages entre les étages plus vite qu'aucun groom ne pourrait courir. Mais le raffinement artisanal n'avait rien à envier à la prouesse technique. Le hall exigea assez de marbre pour paver un quartier entier et les ouvriers durent installer 1650 lustres en cristal pour illuminer l'édifice. Le Palm Court, avec son vertigineux plafond de vitraux, transformait le simple thé de l'après-midi en une expérience quasi religieuse, baignée d'une lumière irréelle. Quant aux boiseries de l'Oak Room, elles furent taillées dans des forêts qui n'existent plus aujourd'hui, comme si le bâtiment avait été conçu pour absorber et préserver des fragments d'un monde déjà en train de disparaître. Chaque détail, chaque moulure, chaque ferrure criait la même promesse, la permanence. Ce palais n'était pas fait pour passer de mode, il était construit pour survivre à ses créateurs et témoigner éternellement de leur splendeur. Pourtant, les colonnes sèches des livres de contes sont bien impuissantes à saisir l'essence même du Plaza.
Ce n'était pas seulement un établissement aux tarifs prohibitifs, c'était le grand théâtre de la fortune américaine, un miroir où l'élite venait se mirer et offrir sa démesure en spectacle au reste du monde. Feuilleter le registre des invités revient à parcourir un abrégé flamboyant du XXe siècle, écrit à l'encre de la gloire et du scandale. Dès les premières heures, Mark Twain y tenait salon dans le hall, distillant son esprit acéré à une cour d'admirateurs fascinés. Quelques décennies plus tard, F. Scott Fitzgerald en fit sa demeure de prédilection, y traînant une mélancolie dorée avant d'entrer dans la légende pour avoir plongé dans un accès d'ivresse joyeuse dans la fontaine Pulitzer juste devant le perron. Le Plaza ne lui en tint pas rigueur longtemps. Il devint sous sa plume le symbole universel de ce rêve américain, à la fois scintillant, excessif et irrémédiablement condamné. Le fracas de l'histoire s'invitait régulièrement entre ses murs. En février 1964, le calme olympien de la 5e avenue fut pulvérisé par l'arrivée des Beatles. Pendant des jours, une marée de fans hurla sous les fenêtres d'un étage entier réquisitionné pour les 4 garçons dans le vent. Tandis qu'à l'intérieur, le groupe donnait des conférences de presse dans des suites qui, la veille encore, abritèrent des têtes couronnées. Le génie ombrageux de Frank Lloyd Wright y trouva aussi refuge pendant des années. Tout en dessinant les courbes révolutionnaires du musée Guggenheim, il ne cessait de tempêter contre le prix des chambres, sans pour autant consentir à quitter ce cadre qui flattait son exigence. Et comment oublier novembre 1966, lorsque Truman Capote orchestra son mythique bal en noir et blanc? Dans la splendeur de la grande salle de bal, il réunit l'impossible. Frank Sinatra côtoyant des fermiers du Kansas, l'aristocratie européenne se mêlant aux icônes de la pop culture. Ce soir-là, Capote ne fit pas seulement la fête. Il grava dans le marbre que le Plaza était le centre de gravité absolu de la vie sociale planétaire. Mais la véritable puissance du Plaza se mesurait aussi à la solennité des pas qui foulèrent ses tapis. Depuis Theodore Roosevelt, chaque président des États-Unis a, un jour ou l'autre, franchi ses portes. Pour les chefs d'État du monde entier, il n'existait qu'une seule adresse digne de ce nom à New York. Entre ces murs, dans le secret des suites feutrées, se sont jouées des négociations de traités, des rencontres clandestines et des réceptions diplomatiques dont les échos ont modifié le destin des nations. Des décisions cruciales engageant la vie de millions de personnes qui ne verraient jamais l'éclat de ces lustres ont été scellées ici, autour d'un service à thé ou d'un verre de cristal. Le pouvoir ne se contentait pas de passer au Plaza, il s'y cristallisait, car les puissants savaient qu'en ces lieux, ils trouveraient leur père. Cependant, derrière ce défilé incessant de célébrités et de monarques, le Plaza cachait une facette plus intime. Il était une véritable cité pour ses résidents permanents. C'est là ce qui le hissait au-dessus des hôtels ordinaires. De riches douairières s'y installaient au crépuscule de leur vie, préférant la courtoisie du personnel et le luxe du service à la solitude glacée de leurs immenses appartements déserts. Des industriels fatigués et des héritières excentriques choisissaient de léguer la gestion de leur tracas quotidien à une armée de domestiques dévoués. Certaines familles occupèrent les mêmes suites depuis des générations, se transmettant leur adresse au Plaza comme on lègue un château de famille. Des enfants firent leurs premiers pas dans ces couloirs majestueux, s'habituant à la présence de dignitaires étrangers comme s'il s'agissait de simples voisins de palier. Ces résidents n'étaient pas des clients de passage. Ils étaient l'âme citoyenne de l'hôtel. Ils partageaient leurs confidences aux palmes courtes, se reconnaissaient au timbre de leur voix dans les ascenseurs et appelaient les portiers par leur prénom. En retour, les portiers veillaient sur leurs enfants, puis sur leurs petits-enfants. Ce lien organique créait quelque chose d'unique à New York. Une communauté bâtie sur la fidélité et la mémoire, un village vertical où le personnel n'était plus seulement une main-d'œuvre, mais une famille élargie veillant sur un héritage vivant. Cette symbiose parfaite entre le faste et l'intime fut immortalisée en 1955 sous les traits d'une enfant espiègle, Héloïse. En créant ce personnage, Kay Thompson ne se contentait pas d'écrire un succès de librairie. Elle levait le voile sur une vérité profonde que seuls les initiés partageaient. Sous le vernis de la splendeur publique battait le cœur d'un univers clandestin régi par ses propres codes, ses propres silences et ses propres rythmes. Héloïse, courant dans les galeries désertées ou s'appropriant les passages dérobés, n'était pas une simple fantaisie. Elle était le miroir de ces enfants bien réels qui, depuis des décennies, considéraient les colonnes de marbre comme les arbres d'une forêt familière.
Commander au room service ou saluer le majordome n'était pas un caprice. C'était le quotidien de ceux pour qui le plaza n'était pas une étape mais un ancrage. Le livre est devenu culte parce qu'il murmurait ce secret à l'oreille du monde. Vivre au plaza, ce n'était pas seulement loger à une adresse, c'était appartenir à une lignée, à une mystique, à un clan. Pendant la majeure partie de son histoire, le plaza fut épargné par la frénésie du marché. Ses premiers bâtisseurs et leurs successeurs immédiats le gardèrent précieusement, comme un joyau de famille que l'on ne saurait brader. À cette époque, changer de propriétaire était un événement rare et solennel. Ceux qui reprenèrent le flambeau comprenaient qu'ils n'achetèrent pas simplement des pieds carrés sur la 5e avenue ou un nom gravé dans le calcaire. Ils acceptaient la charge d'une institution. C'était une forme de stewardship, un gardiennage sacré. Si les standards restaient d'une exigence absolue, c'est parce que le personnel, gardien du temple, ne tolérait aucune médiocrité. Les propriétaires préservèrent les traditions car ils savaient que la véritable valeur du plaza résidait dans l'impalpable. Ce parfum d'éternité et cette courtoisie de l'esprit qu'aucun expert comptable, aussi brillant soit-il, ne pourra jamais porter sur un bilan. Puis, le carrousel des propriétaires commença à s'emballer, et avec lui, la mécanique du déclin. En 1943, Conrad Hilton fit son entrée. Il n'aborda pas le plaza avec la révérence d'un conservateur, mais avec la froideur d'un ingénieur de la rentabilité. Pour lui, l'hôtel était un problème d'optimisation commerciale qu'il fallait résoudre. L'efficacité augmenta certes, les colonnes de chiffres s'alignèrent, mais le caractère unique de la maison commença à s'étioler. Plus tard, Westin Hotels reprit le domaine, et chaque nouvelle transition corporative apportait son lot de modernisation. Un euphémisme élégant pour désigner une érosion méthodique. On réduisait les coûts sous prétexte de progrès. On imposait des systèmes de gestion uniformes là où régnait jadis le sur-mesure. C'étaient de petits compromis presque invisibles au début. Un tissu un peu moins riche ici, un service un peu plus rapide mais moins attentionné là. Individuellement, ces changements semblaient raisonnables, mais collectivement, ils rongeaient le socle même du plaza. Les résidents permanents, dont les sens étaient affûtés par des années de vie entre ces murs, furent les premiers à sentir le froid s'installer. La rotation du personnel devint frénétique. Et soudain, les visages familiers qui connaissaient vos habitudes avant même que vous ne les formuliez disparurent, remplacés par des employés de passage, polis mais distants. Le plaza cessait d'être un foyer chaleureux pour devenir une entreprise impersonnelle qui, par un pur hasard de l'histoire, abritait encore quelques appartements privés. Certains résidents protestèrent, criant au sacrilège. D'autres, le cœur lourd, finirent par accepter l'inévitable. Quelques-uns commencèrent même à regarder par-delà les porte-tambours, cherchant ailleurs un refuge, même si quitter le plaza revenait à s'arracher à des décennies de souvenirs et à abandonner une part d'eux-mêmes. À l'aube des années 1980, le plaza changea de nature aux yeux de la finance mondiale. Il n'était plus seulement l'hôtel le plus célèbre d'Amérique. Il était devenu une propriété trophée, une pièce de collection pour prédateurs en quête de prestige. L'institution s'effaçait devant l'actif spéculatif, promis à celui dont l'ego serait assez vaste pour signer le chèque le plus vertigineux. Ce basculement radical attira une nouvelle race d'acquéreurs. Des promoteurs dont le regard ne s'arrêtait plus sur la majesté du calcaire, mais sur la valeur nue du terrain, et des financiers capables de réciter le cours de la marque tout en ignorant l'épaisseur de sa responsabilité historique. L'emplacement, sur cette lisière sacrée entre la 5e avenue et Central Park, était désormais perçu comme une mine d'or à ciel ouvert. Dans l'esprit fiévreux de ces investisseurs, les 800 chambres n'étaient plus des refuges pour voyageurs, mais une réserve inexploitée de condominiums de luxe valant des dizaines de millions de dollars chacun. Quant aux appartements des résidents permanents, leur conversion promettait des profits qui défiaient l'entendement. L'arithmétique de l'époque était aussi brutale qu'irrésistible. Il fallait éviscérer l'exploitation hôtelière, ne garder que la façade comme un masque de prestige et extraire jusqu'à la dernière once de valeur de ce sol sacré. Pourtant, en 1986, un rempart crucial se dressa contre cette logique de démantèlement. La commission de préservation des sites remarquables de New York décida de sanctuariser les espaces intérieurs les plus emblématiques. Le Palm Court et sa voûte de verre, l'Oak Room et l'Oak Bar avec leurs boiseries séculaires, ainsi que la grande salle de bal furent classés, interdisant toute modification sans un aval officiel.
C'était la reconnaissance solennelle d'une vérité que les conservateurs criaient dans le désert depuis des années. L'importance du plaza dépassait sa célèbre robe de pierre. Ces salons incarnaient un artisanat de l'ancien monde, une poésie de la main-d'œuvre qu'aucune machine moderne ne saurait plus jamais répliquer. Mais ce bouclier législatif portait en lui une faille tragique. Si la loi pouvait protéger les murs contre la démolition ou l'altération drastique, elle restait impuissante à protéger l'âme. Elle pouvait empêcher d'arracher une boiserie, mais elle ne pouvait empêcher un nouveau propriétaire de licencier un personnel dévoué dont la mémoire remontait à des générations. Elle ne pouvait interdire la suppression des services délicats qui faisaient du plaza un foyer, ni préserver ce tissu social, cette communauté intangible tissée au fil d'un siècle. Un promoteur habile pouvait parfaitement vider le plaza de sa substance humaine et de sa magie, tout en respectant à la lettre près chaque virgule de la loi. Le temple resterait debout, mais le dieu l'aurait quitté. Lorsque le rideau se lève sur la mise en vente de 1988, New York retient son souffle. Le prix de départ, vertigineux, dépasse les 400 millions de dollars, mais pour les initiés, ce chiffre ne représente pas seulement une transaction immobilière. C'est le prix d'entrée dans la mythologie américaine. Les prétendants qui se bousculent sur le perron ne cherchent pas un simple placement. Ils convoitent un fragment d'éternité. Pourtant, une question cruciale plane au-dessus des enchères. L'acquéreur saura-t-il percevoir l'âme qui palpite derrière les colonnes de marbre, ou ne verra-t-il qu'un actif à dépecer? Le plaza trouvera-t-il un protecteur capable de l'aimer avec la révérence qu'il mérite, ou tombera-t-il entre les mains d'un homme simplement désireux de marquer son territoire? Les batailles à venir allaient se mettre en scène les figures les plus fascinantes et les plus sulfureuses de l'Amérique de l'excès, des promoteurs aux ambitions dévorantes, lestés de dettes abyssales, des milliardaires venus des quatre coins du globe et des fonds souverains, traitant les joyaux du patrimoine comme de simples jetons sur un échiquier financier. Tous avanceront la main sur le cœur, multipliant les promesses de restauration et de respect sacré pour l'institution. Mais dans le secret des bureaux d'études, les masques tomberont bien vite. Cet hôtel, que l'on croyait à l'abri du temps, allait découvrir avec une brutalité inouïe comment une icône peut être mise à sac par ceux qui ne savent plus lire que les signes de dollars. Pourtant, bien avant que les ombres des faillites et des scandales ne s'étirent sur la 5e avenue, il y eut un homme dont la vision allait changer le visage de Manhattan, Harry Black. En 1905, il prend une décision qui stupéfie ses contemporains. Raser l'ancien plaza pour ériger à sa place un monument dont le monde se souviendrait à jamais. Harry S. Black n'était pas un hôtelier de métier, il était un alchimiste de la finance, un architecte d'affaires au flair infaillible. Né en Ontario en 1863, il s'était lancé à l'assaut des États-Unis avec une soif de bâtir que rien ne pouvait étancher. À la tête de la George A. Fuller Company, il ne se contentait pas de poser des briques, il finançait des rêves d'acier. Il fut l'un des pionniers de ces gratte-ciel qui commençaient à griffer le ciel new-yorkais, mais Black possédait un secret que ses rivaux ignoraient. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la hauteur des murs, mais dans le contrôle absolu du terrain qui les portait. À 38 ans, il régnait déjà sur l'immobilier de luxe, animé par le désir de laisser derrière lui des monuments capables de défier les siècles. Le premier Plaza Hotel, inauguré en 1890, n'était qu'un succès d'estime. Un bâtiment de briques de 8 étages qui, malgré son confort, manquait singulièrement de panache. En 1905, le paysage urbain s'était métamorphosé autour de lui. Central Park était devenu le sanctuaire vert de la ville et la 5e avenue s'imposait comme l'artère la plus prestigieuse du continent. L'ancien hôtel, devenu trop étroit et trop sage, ne tenait plus son rang face à cette aristocratie naissante. Là où d'autres auraient vu un établissement suffisant, Black vit une insulte à l'ambition new-yorkaise. Il parvint à convaincre ses investisseurs de commettre l'irréparable, tout détruire pour rebâtir l'inouï. Son projet n'était pas de construire un hôtel plus vaste, mais de créer le plus luxueux palais du monde, une structure qui redéfinirait à elle seule les codes de l'hospitalité de haut vol. Pour donner corps à cette démesure, il choisit Henry Janeway Hardenberg. Le choix était magistral et mûrement réfléchi. Hardenberg était l'homme qui avait déjà donné à New York ses lettres de noblesse avec le Dakota et le premier Waldorf Astoria. Il possédait ce don rare de concevoir des édifices dont la majesté s'imposait à l'œil avant même d'en franchir le seuil.
créant des espaces cathédrales où la richesse de l'âge d'or pouvait enfin se sentir chez elle, entourée de la splendeur qu'elle exigeait. Hardenberg ne se contenta pas de dessiner un bâtiment. Il accoucha d'une chimère architecturale. Un château de la Renaissance française s'élançant sur 19 étages au-dessus de la rumeur urbaine. Ce n'était pas une simple imitation servile des palais de la Loire, mais une réinvention transatlantique. C'était la fortune américaine se forgeant ses propres lettres de noblesse dans le calcaire et l'acier. L'édifice fut conçu pour être reconnaissable entre mille, couronné par un toit de cuivre dont le vert de grise emblématique allait devenir un phare visuel pour tout le sud de Central Park. 2 tours jumelles, telles des sentinelles de pierre, encadraient la façade principale, imposant un rythme majestueux à l'ensemble. Dès 1905, le chantier s'ouvrit dans une effervescence fébrile. Pour porter un tel géant, il fallut plonger les pilotis au plus profond de la terre, jusqu'à mordre dans la roche-mère de Manhattan, le schiste immuable. Sur cette base invulnérable, le squelette d'acier s'éleva avec une rapidité déconcertante tout au long de l'année 1906, préfigurant la silhouette d'un géant qui allait bientôt dominer la ville. À l'intérieur, le faste n'était pas seulement un décor, c'était une profession de foi. Hardenberg, tel un collectionneur impérial, fit venir les matériaux les plus nobles des 4 coins du globe. On importa le marbre d'Italie pour ériger des colonnes dignes de temples antiques, le cristal le plus pur d'Europe pour des lustres qui semblaient capturer des constellations et des essences de bois rares pour habiller les salons d'une chaleur profonde et aristocratique. Le Palm Court fut l'objet d'une attention presque mystique. Son plafond de vitraux, véritable chef-d'œuvre de lumière, filtrait les rayons du soleil pour créer une atmosphère onirique qui ferait, pour le siècle à venir, le bonheur des photographes et des rêveurs. À l'opposé de cette clarté, l'Oak Room et l'Oak Bar furent sculptés comme des sanctuaires de pénombre. Boiseries sombres, fresques bucoliques et fauteuils de cuir profond. Ces lieux étaient destinés à des hommes de pouvoir traitant d'affaires mondiales entre 2 nuages de cigares. En ces temps-là, les femmes en étaient bannies. Une règle qui, si elle nous semble aujourd'hui d'un archaïsme frappant, représentait alors le comble de l'exclusivité et du raffinement social. Mais le Plaza ne se contentait pas d'être beau. Il était le futur. Sous ses habits de château ancien, il dissimulait les prouesses les plus folles de la modernité. Chaque chambre, sans exception, disposait de son propre téléphone relié à un standard central. Un luxe inouï, et fait plus révolutionnaire encore, de sa propre salle de bain privée avec eau chaude et froide courante, là où la concurrence se contentait encore de commodités partagées sur le palier. Un réseau complexe de tubes pneumatiques parcourait les entrailles du bâtiment, permettant au message de circuler entre les étages à une vitesse qui défiait l'imagination. En 1907, loger au Plaza, c'était faire l'expérience de la science-fiction. Le 1er octobre 1907, le jour de l'inauguration, New York comprit que le centre de gravité de la ville venait de basculer. La haute société se pressa aux portes dans un tourbillon de soie et de chapeaux hauts de forme. L'événement fut un triomphe absolu. L'hôtel affichait déjà complet, avant même que la première clé ne soit tournée. Des suites que l'on pensait louer pour quelques jours furent arrachées à l'année par des familles qui ne voulaient plus jamais repartir. Harry Black avait gagné son pari insensé. Il n'avait pas seulement bâti un hôtel, il avait érigé une destination, un port d'attache permanent pour l'excellence et la démesure. Le toit de cuivre vert et la façade sculptée proclamaient désormais à la face du monde que le luxe américain avait enfin trouvé son temple éternel. Les tarifs pratiqués au Plaza imposaient d'emblée une sélection naturelle par l'argent, dépassant de très loin tout ce que la concurrence osait alors demander. Cette opulence était stabilisée par une aristocratie de résidents permanents qui assurait à l'établissement une manne financière imperturbable, insensible aux caprices des saisons ou aux fluctuations du tourisme. L'investissement audacieux de Harry Black portait ses fruits, et de la plus éclatante des manières. Pourtant, l'histoire personnelle du visionnaire allait bientôt sombrer dans un crépuscule tragique. Son ambition, dévorante, ne s'arrêtait pas aux frontières de son palais de la 5e avenue. Tout au long des années 1910 et 1920, il ne cessa d'étendre son empire immobilier, bâtissant un colosse aux pieds d'argile. Lorsque le marché boursier se fracassa en 1929, le château de cartes de Black s'effondra avec une violence inouïe. Des propriétés hier inestimables devinrent des fardeaux toxiques et des dettes que l'on croyait gérables se muèrent en machines à broyer.
Le 19 juillet 1930, dans le silence accablant de sa demeure de Long Island, Harry Black choisit de quitter la scène. À 67 ans, le bâtisseur du Plaza, incapable de survivre à la ruine de son empire, mit fin à ses jours. C'est là une tragédie qui semble hanter l'histoire des grands édifices. Ceux qui érigent des monuments pour l'éternité sont souvent les premiers sacrifiés, ne vivant jamais assez longtemps pour jouir de leur propre gloire. Le Plaza, lui, survécut à son créateur avec une indifférence souveraine, comme il survivrait à chacun de ses propriétaires successifs. Les lustres continueraient de briller dans le grand ballroom, tandis que les fortunes s'élevaient et s'effondraient tout autour. Le bâtiment se moquait de l'identité de celui qui détenait son acte de propriété. Sa seule et unique vocation était de perdurer. Hardenberg, l'architecte, survécut à Black. Mais il dut assister, impuissant, au déclin de son propre génie face au tribunal des modes changeantes. Après le traumatisme de la Grande Guerre, les goûts architecturaux basculèrent radicalement. L'ornementation généreuse et le faste qu'il maîtrisait si bien furent balayés par l'exigence de dépouillement du modernisme. Ces façades élaborées, autrefois symboles de réussite, semblèrent soudainement désuètes aux yeux d'une nouvelle garde éprise de lignes droites et de simplicité. Il s'éteignit en 1918, 11 ans seulement après l'inauguration du Plaza. Ces nécrologies saluèrent unanimement le bâtiment de la 59e rue comme son chef-d'œuvre absolu, un jugement que l'histoire n'a jamais démenti en plus d'un siècle. Car le Plaza, né en 1907, n'était pas seulement conçu pour impressionner le passant, il était fait pour régner sur la ville. Mais un hôtel, par nature, n'est pas une demeure familiale que l'on se transmet pieusement. C'est un carrefour d'existence. Il appartient à tous ceux qui en franchissent le seuil, aux hôtes qui y confient leurs rêves pour une nuit comme au personnel invisible qui veille sur leur repos. Et pourtant, en dernier ressort, il reste soumis à la loi de celui qui en possède les titres. L'histoire des amants, des espions et des rois qui y ont séjourné est désormais inséparable de la liste des financiers qui l'ont possédé. Chaque nouveau maître a laissé sa cicatrice. Certains furent des gardiens jaloux de l'héritage, d'autres des prédateurs cherchant à extraire la moindre once de profit avant de passer leur chemin. Le bâtiment a tout absorbé, chaque secousse, chaque changement de direction, avec une résilience de pierre qui allait être mise à rude épreuve par les tempêtes du siècle à venir. Franchir le seuil du Plaza en 1920, c'était pénétrer dans un petit royaume européen transplanté sur l'asphalte de Manhattan. Le hall imposait le respect avant même que vous n'ayez adressé la parole à quiconque. Des colonnes de marbre s'élançaient vers des plafonds lointains, tandis que les cristaux des lustres satinèrent les sols polis comme des miroirs. Les grooms, dans leurs uniformes immaculés, se déplaçaient avec une précision militaire. Le message était clair. Vous étiez arrivé dans un lieu qui comptait. Le personnel obéissait à des hiérarchies invisibles. Le concierge savait tout de tout le monde, consignant les préférences, les allergies et les intrigues avec une discrétion absolue. Les maîtres d'hôtel commandèrent leurs salles comme des généraux, se souvenant de la table favorite de chaque habitué et de la générosité de leur pourboire. Ce savoir se traduisait par un service millimétré, calibré selon le rang social exact de l'invité. À l'extérieur, les portiers défièrent les saisons, saluant les résidents au bruit de leurs pas avant même d'apercevoir leur visage. Un bon portier du Plaza transformait une simple arrivée en une cérémonie. La régularité était ici la forme suprême de l'élégance. Les résidents permanents formèrent une société close au sein de l'hôtel, dominée par des veuves richissimes. Pour ces femmes dont les époux avaient laissé des fortunes trop vastes pour être gérées seules, la vie à l'hôtel était la panacée. Plus de domestiques à diriger, plus de réparations à craindre, plus de solitude dans des manoirs déserts. Le personnel du Plaza s'occupait de tout, offrant en prime un contact humain permanent. Ces résidentes occupèrent les étages supérieurs, décorant parfois leurs suites avec des meubles ancestraux ou se contentant du mobilier de l'hôtel, agrémenté de leur bibliothèque personnelle. On naissait dans ces suites, on y mourait aussi. Les décennies passaient entre ces murs qui finissaient par devenir le seul véritable foyer qu'elles aient connu. Le Palm Court était le cœur battant de cette vie sociale. Le thé y était servi à 16 heures précises, dans des théières d'argent et des tasses de porcelaine fine sous le célèbre plafond de vitraux. La lumière y changeait au gré du temps, jetant des reflets différents selon que l'après-midi soit pluvieux ou radieux. Des nuances que les habitués ne manquaient jamais de commenter.
C'était une bourse aux renseignements où la réputation était la seule monnaie d'échange. On y annonçait les fiançailles avant qu'elles ne paraissent dans la presse. On y murmurait les divorces en tartinant sa marmelade. L'Oak Room, lui, obéissait à d'autres codes. C'était un bastion de virilité où les boiseries sombres absorbaient les sons et la lumière. Les hommes y traitèrent d'affaires sérieuses autour de repas copieux et de spiritueux robustes. Jusqu'en 1969, les femmes n'y furent pas admises. Pendant 60 ans, ce sanctuaire masculin resta le lieu où les deals se concluaient sans distraction féminine. À l'Oak Bar voisin, banquiers et avocats se retrouvaient à la clôture des marchés pour disséquer les événements du jour, confortablement installés dans des fauteuils de cuir. Les fresques pastorales aux murs offraient un contraste saisissant avec l'intensité urbaine des discussions. Ces hommes, qui passaient leur journée dans des tours de verre, trouvaient un réconfort singulier dans ces forêts peintes. Le soir venu, la Persian Room prenait le relais, offrant un écrin à la vie nocturne où la haute société venait danser et se donner en spectacle. Eartha Kitt y connut ses premières heures de gloire, et les foules s'y pressaient en tenue de soirée pour voir et être vues. Car là était tout l'enjeu. Quant à la grande salle de bal, elle accueillait les événements qui faisaient les gros titres du pays. Valses de débutantes, galas de charité récoltant des millions ou célébrations d'entreprise. Truman Capote comprit parfaitement le pouvoir social du Plaza lorsqu'il le choisit pour son bal en noir et blanc en novembre 1966. La liste des invités fit la une des journaux des semaines durant. Capote y mélangea les célébrités et les fermiers du Kansas, faisant asseoir Frank Sinatra à côté de parfaits inconnus. Cette soirée prouva une chose. Celui qui contrôlait la salle de bal du Plaza contrôlait la société new-yorkaise. L'hôtel attirait les icônes de chaque époque. F. Scott Fitzgerald en fit sa scène personnelle dans les années 1920, allant jusqu'à plonger nu dans la fontaine Pulitzer un soir d'ivresse. L'incident, qui lui valut d'être banni, ne fit que renforcer sa légende. En 1964, les Beatles transformèrent l'hôtel en un véritable cirque médiatique. Les cris des adolescents résonnant dans des couloirs conçus pour les murmures. Frank Lloyd Wright y vécut également, se plaignant sans cesse du bruit et des tarifs, menaçant de partir chaque jour sans jamais le faire. L'hôtel tolérait ses excentricités pour le prestige de sa présence. Des chefs d'État étrangers aux titans de l'industrie, le Plaza était le seul territoire neutre où les rivaux pouvaient se rencontrer sans abdiquer leur rang. Mais derrière ce théâtre de pouvoir, il y avait ceux que l'on ne voyait jamais, les gouvernantes qui changeaient les draps depuis des décennies, le personnel invisible qui faisait tenir debout ce monde de rêve. Il y avait aussi ces visages de l'ombre, les liftiers qui apprenaient l'étage de chaque résident sans qu'on le leur souffle jamais. Les brigades de cuisine préparant des milliers de repas selon des standards d'une exigence absolue. Ces employés transmettaient leur savoir aux plus jeunes par des compagnonnages informels, accumulant une expertise sur plusieurs générations. Au Plaza, on n'occupait pas seulement un poste, on héritait d'un métier. Des fils succédaient à leurs pères au service, des filles rejoignaient leur mère à la lingerie. L'hôtel était devenu l'entreprise familiale de gens qui n'en possédaient pourtant aucune action. Leur fierté était réelle, ils maintenaient le prestige de l'institution, même lorsque la direction changeait ou que les budgets se resserraient. Kay Thompson captura cette essence en 1955 en créant Héloïse. Son livre racontait l'histoire d'une petite fille qui traitait l'hôtel comme son terrain de jeu personnel. Héloïse courait dans les couloirs où les adultes marchaient avec gravité. Elle connaissait les passages secrets et les chambres dérobées. Elle tissait des liens avec un personnel qui se prêtait à ses aventures. Le livre se vendit à des millions d'exemplaires, présentant l'hôtel à des enfants qui grandiraient avec le rêve d'y séjourner un jour. Le succès d'Héloïse reposait sur une vérité. Le Plaza abritait réellement des mondes secrets. Derrière la majesté publique se cachaient des communautés privées. Les résidents permanents connaissaient des raccourcis que les touristes ne découvrirent jamais. Le personnel empruntait des couloirs de service invisibles. Plusieurs réalités coexistaient sous le même toit, et l'hôtel les accueillait toutes. Pendant un demi-siècle, le Plaza sembla éternel. Les routines paraissaient immuables, les standards inflexibles. Les clients revenaient année après année, retrouvant les mêmes portiers pour les accueillir et les mêmes serveurs mémorisant leurs préférences. Cette constance créait une atmosphère rare, un lieu où le temps semblait suspendu,
où le chaos du monde extérieur ne pouvait pénétrer. Mais un hôtel reste une entreprise, avec ses bilans, ses actionnaires et ses rapports trimestriels. Il exige un investissement constant pour simplement maintenir son rang. Et dans les années 1970, les comptes du Plaza commencèrent à raconter une toute autre histoire. Le premier grand virage eut lieu en 1943, lorsque Conrad Hilton racheta l'hôtel. Hilton avait bâti sa fortune en acquérant des propriétés en difficulté pendant la Grande Dépression. Mais le Plaza n'était pas en difficulté, il était prestigieux. Hilton convoitait le nom plus que le bâtiment lui-même. Il aborda l'hôtel comme un simple problème d'efficacité. Sa chaîne fonctionnait sur des systèmes standardisés pour maximiser les profits. Chaque hôtel Hilton utilisait les mêmes méthodes comptables, les mêmes programmes de formation, les mêmes indicateurs de performance. Si cette approche fonctionnait pour des motels de bord de route, elle s'adaptait mal à une institution dotée d'une culture propre depuis 40 ans. Les changements s'opérèrent par petites touches. Les postes furent consolidés. Des départements autrefois autonomes furent intégrés à des hiérarchies corporatives. Les employés de longue date virent leur expertise sous-évaluée par une direction qui privilégiait l'uniformité. Certes, certaines traditions survécurent. Le Palm Court servait toujours le thé et les résidents occupaient toujours leur suite, mais la texture du quotidien changeait. Des économies de bouts de chandelle s'accumulaient, des fournitures un peu moins chères, un service un peu moins élaboré, un personnel un peu moins nombreux pour des responsabilités accrues. Chaque compromis semblait mineur, mais ensemble, ils altérèrent le socle même du Plaza. En 1953, Hilton céda l'hôtel à l'investisseur AM Sonabend pour 15 millions de dollars. Sonabend géra le bâtiment avec compétence, mais sans passion, le traitant comme un actif immobilier plutôt que comme une institution. Puis vinrent les années 1970, et avec elles, la crise profonde de New York. La ville frôlait la banqueroute, la criminalité explosait, et les familles fortunées fuyaient vers les banlieues. New York, autrefois centre du monde, ressemblait désormais à une zone sinistrée. Le tourisme et les voyages d'affaires s'effondrèrent. Le Plaza subit ces pressions de plein fouet. Les suites se vidaient à mesure que les résidents âgés s'éteignaient et la nouvelle génération préférait le Connecticut ou le Westchester à une ville devenue dangereuse. Pourtant, les coûts d'entretien ne diminuèrent pas. Un bâtiment de 80 ans coûte bien plus cher à exploiter qu'une structure moderne. Les canalisations se corrodaient. Les systèmes électriques devenaient obsolètes, la façade de calcaire s'effritait. En 1975, Westin Hotels reprit le flambeau. Nouveau propriétaire, même logique. L'efficacité avant tout. Le caractère unique du Plaza était un argument de vente pour le marketing, mais une complication pour les opérations. Les résidents permanents observaient ces transitions avec une inquiétude grandissante. Chaque nouveau maître apportait ses propres règles, ses restrictions et son personnel ignorant des histoires de famille. Une tension s'installa entre les propriétaires avides de rentabilité et les locataires protégés par les lois sur la stabilisation des loyers. En 1969, une autre barrière tomba. L'Oak-Room fut contraint d'ouvrir ses portes aux femmes après un procès retentissant mené par des organisations féministes. Ce qui avait semblé naturel pendant 6 décennies était soudain devenu discriminatoire. Ce changement révéla que même les traditions les plus ancrées pouvaient s'effondrer sous la pression. Cette même année 1969, le Plaza obtint une protection cruciale. Sa façade fut classée monument historique. En 1986, ce fut au tour des espaces intérieurs. Le Palm Court, l'Oak Room, la grande salle de bal, tous furent sanctuarisés par la loi. Leurs plafonds de vitraux et leurs boiseries ne pouvaient plus être arrachés. Le Plaza appartenait désormais, d'une certaine manière, au public, quel que soit le détenteur de l'acte de propriété. Mais ces lois avaient une faille. Elles protégeaient la pierre contre la destruction, mais elles ne pouvaient imposer l'entretien, ni empêcher le déclin lent d'un propriétaire qui choisirait de laisser mourir l'âme pour sauver le bilan. La loi protégeait contre la démolition brutale, mais elle était impuissante face à l'érosion de l'intangible. Cette culture unique qui faisait du Plaza bien plus qu'un simple bâtiment. L'expertise accumulée au fil des générations, ce sentiment d'appartenance quasi mystique des résidents permanents, l'exigence maniaque qui distinguait l'hôtel de ses rivaux, rien de tout cela ne bénéficiait de la protection de la loi. Un nouveau propriétaire pouvait éviscérer ses trésors immatériels tout en respectant scrupuleusement les règles d'urbanisme.
Au milieu des années 80, le Plaza était devenu un paradoxe. Sa renommée mondiale surpassait largement ses performances financières. L'hôtel peinait à lutter contre de nouveaux établissements de luxe, plus modernes, plus agiles. Les voyageurs d'affaires commençaient à préférer l'efficacité technologique au prestige suranné. Certes, les résidents permanents assuraient un revenu stable, mais ils ne pouvaient porter à bout de bras l'ensemble de l'exploitation. Les spéculateurs immobiliers ne s'y trompèrent pas. Le bâtiment occupait l'un des angles les plus convoités de Manhattan. Le terrain sous le Plaza valait une fortune, quel que soit le destin de l'hôtel. Les chambres pouvaient devenir des appartements privés, les salons des boutiques de luxe. Tout l'édifice pouvait être restructuré pour extraire chaque centime de sa situation géographique. En 1988, la mise en vente attira de nombreux prétendants. Le prix demandé dépassait les 400 millions de dollars. À ce tarif, l'acheteur n'acquérait pas seulement le nom le plus célèbre de l'hôtellerie américaine, il héritait aussi de contraintes monumentales. Des espaces classés impossibles à modifier, des résidents permanents aux droits inaliénables et un bâtiment dont l'entretien exigeait des trésors de patience et d'argent. Le Plaza cherchait un protecteur, un mécène capable d'apprécier l'institution au-delà de son bilan comptable. Au lieu de cela, le Plaza vit arriver Donald Trump. En mars 1988, Donald Trump s'offrit le Plaza pour 407 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais payé pour un seul hôtel. Lors d'une conférence de presse mémorable, il jura de rendre au palais sa grandeur originelle, promettant d'en faire le plus grand hôtel du monde. Les promesses étaient magnifiques. La réalité fut tout autre. Les premiers signaux d'alarme vinrent de la structure financière de l'opération. Trump avait emprunté la quasi-totalité de la somme, s'appuyant sur des junk bonds, ces obligations à haut risque avec des taux d'intérêt dépassant les 14%. Le seul service de la dette exigeait des revenus colossaux pour simplement atteindre l'équilibre. Les analystes doutaient que de tels chiffres soient atteignables. Trump, avec son assurance habituelle, balaya ses doutes. Il nomma son épouse Ivana à la présidence du Plaza. Son salaire officiel ? $1 par an, plus toutes les robes qu'elle souhaiterait s'offrir. Le coup de publicité fut réussi. Ivana, qui avait géré d'autres propriétés du groupe, comptait appliquer au Plaza les mêmes méthodes radicales. Le personnel de longue date observa cette nouvelle direction avec une appréhension légitime. En quelques semaines, le couperet tomba. Trump ordonna des réductions de coûts immédiates. Jugeant les effectifs excessifs, il supprima des postes et fusionna des services. Des employés présents depuis des décennies furent congédiés, emportant avec eux une mémoire institutionnelle irremplaçable. La dégradation du service suivit de près. Ces petites attentions qui faisèrent la signature du Plaza s'estompèrent. Le souci du détail devenait impossible à maintenir avec un personnel réduit à l'os. Les nouveaux clients ne voyaient que le luxe apparent. Les habitués, eux, voyaient le déclin. Trump annonça alors son grand projet, convertir une partie de l'hôtel en condominium. Les chambres des étages supérieurs deviendraient des appartements privés vendus des millions de dollars. Cette opération devait générer des liquidités immédiates, mais elle réduisait de manière irréversible le nombre de chambres disponibles. Le Plaza se rétrécissait pour éponger les dettes de son propriétaire. Les résidents permanents comprirent instantanément la menace. Si les chambres devenaient des appartements de luxe, leurs foyers seraient les prochains sur la liste. Leurs beaux protégés les mettaient à l'abri de l'expulsion, mais une pression constante pouvait rendre leur vie insupportable. Les batailles juridiques éclatèrent, les locataires documentèrent chaque manque d'entretien, chaque violation du code du bâtiment, s'opposant à chaque modification par tous les recours possibles. Le climat entre la direction et les résidents devint ouvertement hostile. Malgré cela, les travaux de conversion avancèrent. Certaines unités furent vendues plus de 10 millions de dollars, une bouffée d'oxygène pour rembourser une dette écrasante, mais chaque vente amputait un peu plus les revenus futurs de l'hôtel. Ivana gérait le quotidien avec une efficacité agressive. Le personnel décrivit plus tard une atmosphère de tension permanente, où rien n'était jamais assez bien, où les coûts devaient sans cesse baisser alors que les standards étaient déjà inatteignables. À ce chaos s'ajouta la querelle légendaire avec Leona Helmsley, propriétaire du Park Lane juste en face. Les deux magnats se détestaient et leur conflit s'étalait en une de la presse à scandale. Le spectacle détournait l'attention des problèmes opérationnels croissants du Plaza.
En 1989, la condamnation de Helmsley pour fraude fiscale écarta une rivale, mais ne régla rien au problème fondamental de Trump. Le Plaza se noyait dans les dettes. En 1990, l'hôtel devait environ 250 millions de dollars aux porteurs d'obligations. Les intérêts dépassaient tout ce que l'établissement pouvait générer. Trump avait chargé le Plaza d'une dette insoutenable pour financer son ego. L'arithmétique était implacable. Aucune coupe budgétaire ne pouvait combler le gouffre. Le marché des junk bonds s'effondrait et l'ère des rachats par effet de levier se terminait dans le sang financier. Les banques qui avaient soutenu ces montages risqués faisaient face à des pertes massives. L'environnement qui avait permis l'achat du Plaza n'existait plus. Simultanément, les autres piliers de l'empire Trump vacillaient. Ses casinos d'Atlantic City étouffèrent sous des dettes similaires, sa compagnie aérienne perdait des fortunes, et son yacht ainsi que ses manoirs exigeaient un entretien ruineux sans rien rapporter. L'empire bâti sur le crédit se lézardait de toutes parts. Au Plaza, les employés assistaient à ce naufrage avec une frustration impuissante. Ils voyaient l'entretien différé s'accumuler, les économies de bouts de chandelle se multiplier. Pour beaucoup, c'était toute une carrière qui s'évaporait. Les résidents permanents, eux, vivaient ce déclin au quotidien. Des appels de service restant sans réponse, des réparations prenant des semaines. Ce sentiment de communauté qui rendait la vie au Plaza si unique s'était évanoui. Ceux qui en avaient les moyens commencèrent à chercher une issue, tandis que les défenseurs du patrimoine tirèrent la sonnette d'alarme. Si les décrets de classement protégeaient l'enveloppe charnelle du bâtiment, ils ne pouvaient rien contre le poison de l'abandon. Les infiltrations d'eau et l'entretien différé sont des ennemis bien plus insidieux que les démolisseurs. Ils consument les détails irremplaçables de l'intérieur tandis que les propriétaires plaident l'indigence financière pour se soustraire à leurs obligations. Durant cette période, les déclarations publiques de Donald Trump n'avaient plus aucun rapport avec la réalité des coulisses. Il proclamait le succès éclatant du Plaza alors même que ses émissaires négociaient pied à pied avec des créanciers aux abois. Il annonçait des plans d'expansion pharaoniques tout en sabrant dans les effectifs. Ce divorce total entre le verbe et les faits devint la marque de fabrique d'une gestion que les anciens employés décrivirent plus tard comme chaotique. L'expertise était ignorée, la vision à long terme sacrifiée sur l'autel d'une survie immédiate et fébrile. La culture institutionnelle, patiemment bâtie sur 8 décennies, était activement démantelée. Le contraste avec les propriétaires précédents était saisissant. Certes, les grands groupes hôteliers avaient apporté leur lot de lourdeurs bureaucratiques, mais aucun n'avait lesté le domaine d'une dette aussi insoutenable. Aucun n'avait dépecé l'hôtel pour payer les intérêts de son propre rachat. L'approche de Trump au Plaza préfigurait ce qui allait devenir le schéma récurrent de sa carrière. Acquérir des actifs avec l'argent des autres, en extraire la valeur brute le plus vite possible, et laisser le poids de la dette écraser ce qu'il en restait avant de passer au contrat suivant. Le Plaza ne fut qu'une victime parmi d'autres dans ce sillage de casinos et de compagnies aériennes en déroute. En 1992, la situation devint terminale. Le Plaza ne pouvait plus honorer ses échéances et Trump était incapable d'injecter le moindre capital. Les porteurs d'obligations, qui avaient financé son rêve de grandeur, exigeaient leur dû. L'issue de cette crise révéla sans détour les priorités de l'homme d'affaires. Il sacrifia le contrôle opérationnel, mais sauva son image et une part de propriété résiduelle. En novembre 1992, le verdict tomba. Dans un accord de restructuration qui actait l'échec en chiffres précis, Trump dut céder 49% des parts aux créanciers. S'il conservait 49% des titres, il perdait tout pouvoir de décision. Citibank et d'autres prêteurs s'emparèrent du reste. Les promesses de splendeur s'évaporèrent dans la grisaille des documents de faillite. Des centaines de millions de dollars de dettes furent effacés, mais au prix fort pour les investisseurs initiaux qui ne récupérèrent qu'une fraction de leur mise. C'est ici que s'affirma ce talent singulier de Donald Trump, la capacité de transformer un désastre personnel en une perte pour les autres. Les 4 années de sa gestion directe laissèrent des cicatrices béantes. Les systèmes vitaux du bâtiment négligés montraient des signes de fatigue prématurée. Les ferrures et ornements célèbres portaient les stigmates d'un manque de soins que seule l'expertise des employés licenciés aurait pu prévenir. Ce savoir-faire, évincé par des vagues de compression budgétaire, ne fut jamais remplacé. La qualité du service, autrefois l'orgueil de l'établissement,
sombra inévitablement. Quant aux résidents permanents, ils sortaient de ces années de gestion hostile comme d'un long siège. Le sentiment de communauté qui faisait le sel de la vie au Plaza s'était dissous sous les menaces juridiques et la dégradation des services. La conversion en condominium avait, elle aussi, altéré l'âme du lieu de façon irréversible. 800 chambres n'étaient plus que 500. Le grand hôtel de Harry Black s'était transformé en un immeuble d'appartements de luxe flanqué d'un hall célèbre. Les nouveaux propriétaires de ces murs n'avaient que faire des traditions de Lock Room ou du thé au Palm Court. Ils n'achetaient qu'une adresse prestigieuse et des avantages fiscaux. Les analystes financiers confirmaient ce que tout le monde pressentait. La position concurrentielle du Plaza s'était effondrée. Si la renommée demeurait, l'excellence opérationnelle, elle, appartenait au passé. La loi avait sauvé les murs, mais elle n'avait pu sauver l'intangible. La culture du service, les relations de confiance entre le personnel et les résidents, cette sagesse institutionnelle qui ne s'apprend qu'au fil des décennies, tout cela avait été piétiné. Le personnel restant luttait avec des ressources dérisoires pour maintenir un semblant de standing, mais le Plaza ne fonctionnait plus comme le Plaza. Les témoignages de l'époque peignent le portrait d'une destruction méthodique, une agonie vécue dans la peur et le chaos. Pourtant, Trump sortit de cette faillite avec une réputation étrangement intacte auprès du grand public. Malgré un échec catastrophique et un monument abîmé, il conservait son statut de célébrité. Cette aptitude à rebondir après chaque naufrage allait devenir sa caractéristique la plus marquante. Le Plaza entama l'année 1993 sous une nouvelle direction, mais avec les vieux démons de l'ère précédente. La dette était restructurée, mais le bâtiment criait famine. Le personnel était épuisé, les résidents traumatisés et la réputation de l'hôtel durablement ternie. La question qui brûlait alors toutes les lèvres était simple. Après le passage de l'ouragan Trump, une véritable renaissance était-elle encore seulement possible ? Un grand hôtel peut-il reconstruire sa culture après une destruction systématique ? L'expertise d'un personnel peut-elle renaître de ses cendres après des années de déshérence ? Et les résidents, après avoir subi une telle hostilité, peuvent-ils à nouveau accorder leur confiance à de nouveaux maîtres ? Le Plaza pouvait-il redevenir ce qu'il était avant 1988 ? Le bâtiment trônait toujours, majestueux, à l'angle de la 5e avenue et de Central Park South. Les lustres étincelaient, les touristes continuaient de photographier la façade, et cette adresse mythique attirait encore des voyageurs prêts à payer le prix fort pour le simple prestige du nom. Pourtant, l'essentiel avait été extrait. Durant les années Trump, le Plaza avait perdu sa substance. Sa restauration restait une question ouverte, tandis que le carrousel des propriétaires continuait de tourner, toujours plus vite. Chaque nouvel acquéreur arrivait avec son lot de promesses, jurant de comprendre l'âme du lieu, de préserver l'héritage tout en exigeant des rendements financiers. Mais survivre et prospérer sont deux destins bien différents. Le Plaza devint un actif financier que l'on s'échangeait, plutôt qu'une institution que l'on protégeait. En 1995, le groupe singapourien CDL Hotels prit le contrôle pour environ 325 millions de dollars. L'arrivée de ce capital international marqua le début de l'ère du trophée mondial. 150 investis traita une partie de l'entretien différé et modernisa les systèmes techniques. Le moral du personnel connut une légère embellie, mais les blessures de la conversion en condominium étaient déjà définitives. Le Plaza ne redeviendrait jamais l'hôtel de 1907. En 1999, la gestion fut confiée à la chaîne canadienne Fairmont, experte dans l'art de marier hospitalité contemporaine et respect du patrimoine. Sous leur égide, l'établissement retrouva un semblant de sérénité professionnelle. Mais en 2004, la vente au promoteur israélien Elad Properties pour 675 millions de dollars bouleversa tout à nouveau. Elad accéléra la transformation. L'hôtel se rétracta encore pour laisser place à davantage d'appartements privés. Malgré les cris d'alarme des défenseurs du patrimoine, le Plaza, qui comptait autrefois 800 chambres, fut réduit à moins de 300. La loi protégeait les murs, mais elle n'empêchait pas la conversion de l'usage. Des acheteurs richissimes s'arrachèrent les appartements, certains triplex se vendant plus de 50 millions de dollars. À l'intérieur, la réalité devint surréaliste. Des familles de la classe moyenne, protégées par les lois sur les loyers, vivaient désormais sur le même palier que des milliardaires. Le Plaza abritait des mondes économiques qui ne se croisaient jamais.
Dans cette guerre d'usure contre les habitants historiques, l'hôtel gagnait du terrain à chaque départ, effaçant peu à peu cette communauté qui avait fait sa singularité. Le personnel, lui aussi, changeait. La tradition des carrières multigénérationnelles s'éteignit, remplacée par la tension permanente entre l'exigence d'un luxe absolu et les pressions sur les coûts. En 2012, le destin du Plaza bascula vers l'Inde avec le conglomérat Sahara India Pariwar pour 570 millions de dollars. Mais l'ombre des ennuis judiciaires du président de Sahara en Inde plana rapidement sur l'hôtel. Un monument américain se retrouvait dépendant de procédures juridiques se déroulant à des milliers de kilomètres sur un autre continent. Le patrimoine était devenu une commodité de la finance globale. Finalement, en 2018, c'est le fonds souverain du Qatar, Qatara Hospitality, qui s'empara du fleuron pour 600 millions de dollars. Un gouvernement étranger possédait désormais l'hôtel le plus célèbre d'Amérique. Le cycle était complet. Chaque transfert avait apporté son lot de rénovations partielles, mais aussi une marchandisation accrue. Le Plaza avait survécu, mais chaque main passée l'avait un peu plus amoindri. Si les espaces classés restaient intacts, le Palme Courte servant toujours le thé sous son plafond de vitraux, l'Oak Room conservant ses boiseries, l'âme, elle, s'était dissipée. L'expertise accumulée depuis 1907 s'était évaporée au gré des changements de direction. Les batailles pour le Plaza illustrent cruellement les limites du droit. On peut décréter la protection des pierres et des ornements, on peut réglementer l'économie par le zonage, mais on ne peut pas forcer une culture, une expertise ou une communauté à exister. Ces richesses intangibles exigent une continuité et un engagement que la finance internationale, dans sa quête effrénée de rendement, n'a jamais su offrir. Cela fait maintenant des décennies que le Plaza n'a plus connu cette stabilité qui fut jadis sa signature. Aujourd'hui, l'hôtel fonctionne comme une propriété d'ultra-luxe pratiquant des tarifs prohibitifs. Les espaces célèbres demeurent splendides et le service répond aux exigences contemporaines. Pour le client de passage qui n'a jamais connu le Plaza d'autrefois, l'expérience est irréprochable. Mais pour ceux dont la mémoire remonte avant 1988, le constat est celui d'une perte irréparable. Le personnel actuel évolue dans des conditions radicalement différentes de celles de ses prédécesseurs. Les systèmes de gestion d'entreprise ont remplacé la culture institutionnelle informelle. Des programmes de formation standardisent le service au lieu de perpétuer des traditions distinctives. Le Plaza emploie désormais des professionnels de l'hôtellerie, mais il ne cultive plus ces gens du Plaza, ces figures qui passaient leur carrière entière entre ses murs. Les conflits sociaux qui ont marqué ces dernières années, les grèves pour les salaires et les conditions de travail, sont les symptômes d'une transformation profonde. Le passage d'une institution aux allures de famille à un simple lieu de travail corporatif. Ces tensions sont les cicatrices de changement qu'aucune négociation contractuelle ne pourra jamais guérir. Pourtant, franchissez le seuil aujourd'hui et vous le sentirez encore. Le hall conserve ses proportions et sa grandeur. Les colonnes de marbre s'élancent vers des plafonds richement décorés et les lustres de cristal diffusent leur lumière sur des sols toujours polis. L'espace impose le respect, fidèle à l'intention de Harry Black lorsqu'il commanda ce bâtiment en 1905. Le Palme Courte continue de servir le thé de l'après-midi sous ce célèbre plafond de vitraux qui filtre la lumière depuis 1907. Le menu a évolué, les prix se sont envolés, mais le rituel demeure reconnaissable. On s'habille encore pour l'occasion, on s'y photographie pour immortaliser l'instant. L'espace remplit sa fonction initiale, même si le monde qui l'entoure s'est métamorphosé. Quant à l'Oak Room, il a vu défiler les exploitants. Divers restaurateurs ont tenté de rendre le lieu rentable. Les boiseries sont toujours là, le caractère architectural survit, mais la pièce n'est plus ce sanctuaire masculin où les affaires se scellaient dans le secret des alcôves. La continuité est désormais physique, mais elle n'est plus culturelle. L'expérience client répond aux standards de luxe actuels. La réduction du nombre de chambres a permis de créer des suites plus vastes, équipées de toutes les technologies modernes. Pour celui qui juge un hôtel à l'aune de la modernité, le Plaza est une réussite. Mais pour celui qui cherche un lien avec l'histoire, la réalité est plus complexe. La communauté des résidents permanents a pratiquement disparu. Une poignée de locataires au loyer protégé subsiste dans des appartements cernés par des condominiums valant des dizaines de millions de dollars. Les voisins qu'ils ont fréquentés pendant des décennies sont partis ou décédés. Le personnel qui les reconnaissait a été remplacé 1000 fois,
Ils vivent dans un bâtiment qui abrite leur foyer mais qui ne ressemble plus à leur communauté. Les appartements de luxe qui ont remplacé les chambres d'hôtel abritent une population volatile. Des milliardaires du monde entier pour qui ces murs sont des investissements ou des résidences occasionnelles. Ces appartements restent vides la majeure partie de l'année. Leurs propriétaires n'ont aucun lien avec l'histoire du plaza. Ils ont acheté une adresse, pas une appartenance. Harry Black reconnaîtrait sans doute le bâtiment qu'il a créé. La façade était restée inchangée, et le toit de cuivre vert marque toujours fièrement l'angle de la 5e avenue. Le monument physique a survécu à tout, même à la fin tragique de son créateur. Mais Black ne reconnaîtrait peut-être pas ce que le bâtiment est devenu. Il avait bâti un grand hôtel, une destination vivante où la société américaine se mettait en scène. Le plaza qu'il imaginait était un organisme vivant, une communauté de clients, de résidents et de personnel. Cette institution vivante a été évidée, ne laissant que cette magnifique coquille. Le destin personnel de Black offre une ironie cruelle. Il a érigé des monuments à travers toute l'Amérique et sa fortune semblait inattaquable. Puis, le krach de 1929 l'a anéanti. Le 19 juillet 1930, l'homme qui avait bâti le plaza s'est donné la mort, brisé et en faillite à l'âge de 67 ans. Ce schéma lie les bâtisseurs et leur création tout au long de ce récit. Chester Congdon a construit Glensheen comme un monument familial avant que ses descendants ne s'entredéchirent pour l'héritage. Harry Black a construit le plaza comme un monument de l'hospitalité avant que les propriétaires successifs n'en extrairent la valeur jusqu'à l'éviscérer. Les bâtisseurs créent, les successeurs consomment et les bâtiments, eux, survivent à tous. L'histoire du plaza ne se résume pas à une simple chronique de briques et de mortiers. Elle soulève des questions existentielles qui hantent le patrimoine américain tout entier. À qui appartient réellement un monument historique ? Quelles sont les obligations morales qui accompagnent un tel titre de propriété ? La propriété privée, par nature souveraine et égoïste, peut-elle encore servir un intérêt public qui la dépasse ? La loi, dans sa rigueur froide, n'offre que des réponses partielles. Le classement aux monuments historiques protège la pierre contre la pioche. L'urbanisme régule l'usage des sols, mais aucune législation au monde ne peut exiger la dévotion. On peut contraindre un homme à entretenir un mur, mais on ne peut le forcer à aimer ce qu'il possède, ni à respecter l'héritage invisible dont il a reçu les clés. Le contraste entre le succès éclatant de la préservation physique et l'échec tragique de l'institution est ici frappant. Le plafond du Palm Court est toujours là, intact, avec ses jeux de lumière éthérés. Les boiseries de l'Oak Room perdurent, sombres et majestueuses. Pourtant, cette préservation sans l'âme culturelle finit par produire des musées figés plutôt que des lieux de vie vibrants. Aujourd'hui, le Plaza livre une bataille inégale contre des palais plus jeunes, nés avec la technologie dans leur fondation et capables d'offrir des commodités qu'une structure de 1907 ne peut intégrer qu'au prix de compromis douloureux. Son grand âge est devenu son fardeau le plus lourd. Il est à la fois son plus grand atout publicitaire et sa limite opérationnelle la plus stricte. L'hôtel est devenu une icône de pellicule, jouant inlassablement son propre rôle dans des comédies romantiques ou des drames de prestige. Chaque apparition sur grand écran renforce la puissance de la marque, tandis que, dans l'ombre des coulisses, la réalité de l'institution continue de s'effriter. L'image, immatérielle et éternelle, est devenue plus durable que l'institution elle-même. Cette tragédie dépasse largement le cadre des jardins de Central Park. Les métropoles américaines regorgent de monuments confrontés à ces mêmes pressions, prises en étau entre la nécessité de sauvegarder le passé et la brutalité du développement économique. L'histoire du Plaza n'est qu'un épilogue parmi tant d'autres. Ici, le bâtiment a survécu, mais l'institution a péri. De nouveaux changements de propriétaires semblent inévitables, inscrits dans la logique même du marché. Le Plaza changera encore demain et chaque nouvel acquéreur se présentera sur le perron avec des promesses de renaissance et de respect. Certains investiront avec une passion sincère, d'autres se comporteront en prédateurs, extrayant chaque goutte de profit avant de passer au trophée suivant. Le carrousel continuera de tourner, apportant avec lui des philosophies de gestion interchangeables, privilégiant tantôt la poésie de l'héritage, tantôt la froideur du rendement. Mais peu importe l'identité de celui qui détient les titres de propriété dans un coffre-fort, le bâtiment, lui, endurera. Les lustres continueront de briller, le marbre de luire sous les pas des curieux, et les touristes de se photographier dans le hall,
cherchant désespérément à capturer un éclat de cette grandeur qui, bien que transformée en marchandise, refuse obstinément de s'éteindre. La renommée du plaza restera intacte, car le monde a besoin de légendes. Son nom conservera une valeur que même la plus mauvaise des gestions ne saurait totalement ternir. Mais le sens profond de ce qu'est le plaza, sa raison d'être originelle, ne cessera d'évoluer, s'éloignant chaque jour un peu plus de sa source. L'institution vibrante, ce microcosme social qui existait avant le séisme de 1988, appartient désormais au livre d'histoire. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un hôtel de luxe niché dans une enveloppe historique prestigieuse. Pour le voyageur pressé, la différence est imperceptible. Pour l'historien, la nuance est capitale. L'héritage du plaza demeure un récit doux amer, une victoire de la pierre sur l'esprit. Le palais que Harry Black a fait surgir de terre en 1907 trône toujours avec une insolente beauté à l'angle de la 5e avenue. L'exigence et le savoir-faire qu'il avait imposé aux artisans de l'époque sont encore palpables dans chaque moulure, chaque chapiteau, chaque détail de bronze. Les protections patrimoniales, arrachées de haute lutte après des décennies de plaidoyer, ont permis de sauvegarder un trésor architectural qui, sans ce rempart légal, n'aurait été qu'un souvenir sur une carte postale ancienne. C'est une victoire réelle, un acte de résistance contre l'oubli qu'il convient de saluer avec respect. Mais derrière la magnificence de la façade, le silence des traditions perdues nous rappelle que si l'on peut sauver les murs, l'âme, elle, est un invité qui ne reste jamais là où on ne sait plus l'accueillir. Mais l'institution qu'il avait fondée est morte. La culture du personnel, transmise de génération en génération, s'est évaporée. La communauté des résidents permanents a été méthodiquement effacée. Les traditions de service unique qui distinguaient le plaza de ses concurrents ont été coulées dans le moule uniforme de l'hôtellerie de luxe standardisée. Ce qui survit est splendide, certes, mais désespérément vide. Un monument sans âme. Le plaza endure. Les noms sur les titres de propriété changent à chaque décennie. Les lustres continuent de jeter leur feu de cristal. Le bâtiment ne se soucie guère de savoir qui se prétend son maître. Il survit, simplement. Plus beau que les hommes qui se battent pour le posséder, plus permanent que les fortunes qui se sont faites et défaites entre ses murs. Tel est l'héritage de l'hôtel le plus célèbre d'Amérique. Ce ne sont pas les propriétaires qui restent, c'est l'architecture. Ce sont ces rêves de pierre et de calcaire qui, par un étrange défi au temps, ont survécu à leurs rêveurs. L'histoire du plaza nous enseigne que si la fortune est éphémère, la pierre, elle, garde la mémoire de nos ambitions les plus folles. Si ce voyage à travers les couloirs du temps et de l'opulence vous a captivé, je vous invite à soutenir notre travail en rejoignant notre audience. Abonnez-vous pour découvrir, ensemble, d'autres récits où l'art et l'histoire se rencontrent pour défier l'oubli.